Eh bien, écoutez, vraiment merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par couper les micros. Tout le monde coupe son micro et sa caméra. Et puis, on va laisser la parole à Philippe. Euh, Philippe, vraiment merci d'avoir accepté cette invitation au Café Nul. Merci à toi. Pour nous, c'est important d'être branché sur l'actualité et en particulier sur une actualité qui enfin, qui rejoint un sujet qui est très profond dans le monde de la santé, qui est celui de la santé des professionnels. On dit toujours que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Je crois que c'est aussi une des caractéristiques de la profession. Est-ce que, en fin de compte, on ne fait pas une profession de santé parce qu'on est un peu hypocondriaque et qu'on veut se protéger des confrères? J'en sais rien, mais en tout cas, visiblement, il n'y a pas un recours aux professionnels de santé de la part des professionnels de santé qui soit extrêmement important. Et vous avez fait un travail extrêmement salutaire avec différentes personnes et donc un rapport que vous avez présenté à Agnès Firmin-Lebaudot il y a 3 semaines et sur ce sujet. Et écoute, j'aimerais bien que tu puisses nous en présenter d'abord comment cette idée est venue, comment elle a germé, le processus que vous avez utilisé, puis ensuite on parlera des constats. Alors, comment c'est venu? Enfin, je pense que ce sujet, la santé des professionnels est un sujet qui, notamment en post-Covid, tournait en boucle, avec quand même beaucoup d'éléments qui entraînaient, qui montraient une inquiétude. On pense à tous les problèmes de burn-out, des problèmes de santé mentale. Et puis, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été engagés, qui ont montré des pistes, enfin, en tout cas, dont les premiers résultats laissaient supposer qu'effectivement, il y avait un vrai sujet sur la santé des professionnels de santé. Et ensuite, dans le sujet de l'attractivité, on voit bien que la santé et comment on accompagne en matière de santé et de prévention les professionnels est un élément d'attractivité. Donc tout ça mis bout à bout, et d'autres arguments encore, il a été décidé de pouvoir lancer un travail sur la santé des professionnels, en se disant bien, on ne traite pas du sujet de la QVT, la QVTC, qui souvent ne veut plus rien dire pour l'aide-soignant, l'infirmier ou le docteur de base, et Ça veut dire encore quoi? moins le libéral, la qualité de vie au travail. D'accord. Bon, par contre, parler de la santé est un véritable sujet. Donc c'est comme ça qu'est venu est venu le souhait du gouvernement de dire, bah, on va faire un vrai travail. Donc on a été 3 missionnés pour travailler sur ce sujet. Alex Bataille, Marine, on a travaillé pour essayer de faire un certain nombre de propositions. Moi, c'est pas le premier rapport que je fais. Je ne l'ai accepté qu'à partir du moment où derrière, c'est pas fait pour recaler les étagères, mais se dire, on va vraiment sortir quelque chose et on va se faire une feuille de route. Alors, À peut-être. partir de ce moment-là, vous avez fait quoi? Vous avez interrogé les professionnels, vous êtes allé sur le terrain, Alors, on a eu, on a été à la fois bien sûr beaucoup sur le terrain, on s'est répartis, donc on a été visiter beaucoup de structures, parce qu'il y a des choses qui se font bien sur le terrain. Il ne faut pas croire que personne ne fait rien. Il y a des expériences, il y a des choses qui se font. Et puis en même temps, il y a eu un travail avec l'ensemble des corps constitués. Et donc on a eu plusieurs réunions avec les différentes VD, les libéraux, le secteur médico-social, puisque l'idée bien, c'est les professionnels de santé au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut s'intéresser au regard des parcours des professionnels, à la fois au champ du sanitaire, dans ses différentes modalités, à la fois en libéral, à la fois en structure, que ce soit des structures publiques ou des structures privées. On a tout le champ également du médico-social, puisqu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de perméabilité. Et puis enfin, la santé, c'est pas que les soignants proprement dit, c'est l'ensemble des professionnels qui travaillent dans un environnement, dans le parcours de santé de la personne. Donc c'est les médico-techniques, c'est le personnel administratif. Donc on a essayé vraiment d'embrasser l'ensemble des acteurs et l'ensemble des modalités d'exercice. Et ce qui était intéressant, parce que ça nous a permis en même temps de faire des comparaisons entre les modes d'exercice, entre les différents statuts que l'on peut avoir. d'accord. Et alors justement, si on arrive au constat, Alors, le qu'est-ce- constat, alors quels sont les le différents... constat, on a été amené à faire ce constat, donc en rencontrant les gens. Le constat, on s'est appuyé également sur la littérature, en sachant qu'il y a une littérature étonnamment pauvre sur le sujet. Il y a une littérature qui montre qu'un professionnel de santé en mauvaise santé, il ne soigne pas bien. Ça, il y a une littérature. Sur vraiment la santé des professionnels, il n'y a pas grand-chose. J'ai la chance, en plus de m'occuper de la Fondation Aménage, on a lancé des programmes de recherche et de bibliographique. En fait, on a fait des grosses revues bibliographiques pour essayer de mieux appréhender le sujet. Donc, on s'est appuyé dessus. Cette revue bibliographique nous a montré un certain nombre d'éléments qui sont effectivement le problème de la souffrance mentale, le problème de la souffrance physique. Et ce qui était intéressant, et le risque, je l'évoque, mais le risque de grossesse défavorisée chez les soignants. En sachant qu'est apparu dans ces travaux bibliographiques
un élément extrêmement important, c'est qu'on retrouve un terme qui est le terme de la violence, considérant que notre secteur est devenu extrêmement violent. Objectivement, moi, c'est un mot que je n'utilisais pas depuis que je l'ai exprimé auprès de, je consulte dans beaucoup d'endroits. Mais c'est impressionnant comme les professionnels te disent, oui, oui, on est un secteur violent. Et on a démembré 4 sources de violence qui sont importantes à bien identifier. On a aujourd'hui quand même une violence, pas que physique, mais également verbale et psychologique, de la part d'un certain nombre, pas tous, bien heureusement, mais de la part de patients ou d'aidants. On a une violence intra-équipe. Alors oui, il faut arrêter de se dire on travaille en équipe, tout le monde s'aime. Non, je pense que tous les collègues et tous les professionnels qui sont là savent bien que regardez l'étude Aladin qui vient de sortir sur le travail de nuit et la représentation qu'ont les professionnels le jour de leurs collègues de nuit. C'est-à-dire qu'ils dorment, ils fument des pétards. Enfin, je la fais brute, mais c'est ce qu'il y a dedans. Au même titre que vous êtes frappé de voir les discussions entre les représentations des internes par rapport aux infirmières et réciproquement. Donc, on a un vrai sujet sans parler du communautarisme, on a un vrai sujet de la violence intra-équipe. On a un troisième point qui est apparu, qui est la violence plutôt administrative, managériale. Quand je mets administrative, parce qu'on l'a très bien ressenti de la part des libéraux, qui expriment le sentiment d'avoir une violence et le sentiment d'être pourchassé sur est-ce que vous avez fait correctement, pas correctement. En tout cas, c'est des ressentis, c'est important de le mettre sur la table. Et au même titre que dans les établissements, un sentiment que l'administratif et les sous ont pris le pas sur le métier. Et on voit tout le malheur, toute la difficulté des cadres. J'étais au congrès des cadres, ils l'expriment remarquablement bien. Et puis enfin, il faut quand même reconnaître qu'on a un métier compliqué, quoi, qu'on a un patient qui meurt ou qu'on a des complications, etc. Donc quand on met tout ça, on a bien identifié que cette notion de la violence était un élément très important et qu'il fallait bien qu'on le comprenne et qu'on l'identifie et qu'on en parle pour pouvoir se dire quels sont les leviers, notamment de prévention sur la prévention du risque professionnel. Ça n'empêche pas le sujet de la prévention par rapport à tout à chacun. Donc, à côté de ces revues bibliographiques, il y a eu également une grosse enquête, et merci encore à tous ceux qui ont accepté d'y participer. Il y a quand même 50 000 soignants qui ont répondu à l'enquête, donc ce n'est pas trois clampins, on va dire 50 000. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait tous les statuts représentés. Cette enquête, plusieurs éléments qui nous ont marqués. Premièrement, c'est parce que c'est contre-intuitif, moi je ne l'aurais pas voté, c'est que finalement, quand on regarde sur tous les indicateurs, les libéraux se sentent en moins bonne santé que les salariés. Ce n'est pas un truc qu'on aurait, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et donc, on a un vrai sujet autour de. Alors, quand on gratte un peu, on se dit, bah oui, mais c'est bien sûr, mais ce n'est pas forcément évident. Ensuite, on a retrouvé des chiffres qui sont des chiffres qu'on retrouve quels que soient les types d'enquêtes, parce que cette enquête de 50 000 personnes, on l'a comparée avec des résultats de l'adresse, on l'a comparée avec les sondages de l'Oxa-MNH, on l'a comparé. On retrouve que les professionnels de santé, on en a 70% qui disent qu'ils se dorment pas bien, qu'ils ont un sommeil qui n'est pas en bonne qualité. On en a environ 50% qui vous disent que j'ai eu dans les dernières années un épisode de burn-out. On en a un nombre quand même très important, 20 points de plus que la population, qui vous disent que je suis en dépression légère. Voilà. Et puis, moi, j'ai été très frappé. Il y en a 60% qui répondent j'ai des douleurs chroniques. Ouais. C'est quand même. Voilà. Donc, on pourrait faire une énumération des chiffres. Ils sont extrêmement. Vous avez tout dans le rapport. Le rapport, vous l'avez sur le site du ministère. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous le fais sur le site de Nîmes, vous le mettrez. Oui, de toute façon, on va le mettre là dans le chat déjà, voilà. Pour ceux qui sont présents. Donc, tous les constats chiffrés montrent que ce sujet est extrêmement important. Je vous donne un dernier élément parce que c'est également dans le sujet de la prévention plutôt de tout à chacun. Quand vous regardez la consommation des soins auditifs ou des soins dentaires, ben vous découvrez que les professionnels de santé, ils ont une consommation avec appareillage, quand on compare à des professions à peu près identiques, revenus, etc. Vous avez une sous-consommation par rapport à la population générale de soins dentaires ou de soins auditifs. On se dit, mais non, mais il y a un moment donné où, voilà. Tout ça, ça amène bien un constat où on a bien pu identifier que, premièrement, les professionnels, tu l'as dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui, c'est une vraie réalité. Alors, il y a plein de raisons qu'il faut qu'on creuse, parce qu'il y a très peu de travaux sur ces aspects très sociologiques, très anthropologiques. Pourquoi au plus profond de nous-mêmes? Est-ce que parce qu'on a peur? Est-ce que parce qu'on considère qu'on est des surhommes? Est-ce que il faut qu'on les comprenne, parce que derrière ça, c'est tout le problème de la narration. Comment parler du sujet de la santé auprès des professionnels de santé? On a un sujet de la littératie auprès des professionnels qui est probablement
pas forcément la même quand on s'adresse à une aide-soignante ou un docteur, mais par exemple, les aides-soignantes, quand vous pensez que vous avez... les aides-soignantes sont la population qui fume le plus. Vous avez 39% d'aides-soignantes qui, au jour d'aujourd'hui, fument. C'est quand même des chiffres absolument... voilà, on voit bien ce premier élément qui fait qu'effectivement, les professionnels de santé ont un vrai sujet, à la fois pour leur propre santé, donc la prévention de tout à chacun, et puis sur le sujet des risques professionnels. Le deuxième énorme constat qu'on a fait, c'est que ce sujet, on n'en parle pas. C'est un sujet tabou. Enfin, je pense que vous avez tous eu des responsabilités. Enfin, j'ai été président de CME, à la direction générale de la paix, à la direction générale de Corian. Enfin, j'ai roulé ma bosse. Mais je m'en veux à moi-même. Hein. Jamais, je n'ai pas le souvenir qu'on ait pris 1 heure dans aucune des différentes instances pour se dire on se pose le derrière et on essaye d'analyser quelle est la réalité de la santé des professionnels de santé. Et avec, pour vous le traduire même en aspect économique, personne n'a été capable de nous montrer des chiffres, que ce soit dans le public, dans le privé, pour nous dire voilà ce que coûte la mauvaise santé des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'à la fois, on pense aux coûts AT-MP, encore il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, mais tous les coûts indirects, les coûts, le surcoût de remplacement, le surcoût du temps que perd la cadre, le surcoût. Et sans parler du fait que, là encore, il y a une littérature qui commence à montrer que les assureurs, et notamment aux États-Unis, montrent bien ce sujet, c'est que vous avez plus d'événements indésirables quand vous avez des professionnels de santé en mauvaise santé. Ce qui peut imaginer que demain, parce que c'est dans des discussions, vous aurez des primes établissements, voire personnels, avec des bonus ou des malus en fonction de la façon avec laquelle ce sujet de la santé, donc avoir des professionnels en pleine forme. Troisième constat qu'on a fait, qui je trouve extrêmement inquiétant, parce que c'est que les gens n'en parlent pas entre eux. On n'en parle pas entre nous. Alors, on n'en parle pas au sommet, on n'en parle pas dans les équipes. Dans les équipes, on ne se parle pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. En gros, on ne sait pas quoi faire, on n'ose pas. On est dans une logique où on a peur quand on voit un collègue qui arrive le matin, alors que manifestement, il est chargé, comme on dit. On a du mal à le prendre par la main, à lui dire machin, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est un sujet un peu tabou. Enfin, je pense que tu as dû le vivre aussi, on l'a tous vécu. Et alors que vous avez d'autres corps de profession où ça pose pas de question, on se pose pas la question. Donc il y a une vraie réflexion à mener également sur la façon avec laquelle on est capable d'en parler entre nous, entre collègues, et d'accompagner quelqu'un. C'est pas de dénoncer que d'accompagner quelqu'un. Mais on a besoin de se positionner d'une façon différente. Et puis, j'ai dans les constats aussi qui m'a frappé, et on l'a vu dans les travaux qu'on a fait avec l'addiction, c'est en fait qu'on se retrouve dans des spirales absolument infernales. C'est-à-dire que vous ne dormez pas bien, vous avez des douleurs. Comme vous êtes un professionnel de santé, vous vous dites je vais me démerder, et donc si vous êtes docteur, vous tapez directement, ou infirmière, voilà, vous tapez dans la pharmacie. Je commence par du niveau 1, puis je passe au niveau 2, puis je passe au niveau 3, et puis je passe à plus. Et puis comme je suis un professionnel, je suis persuadé que je suis capable de m'arrêter sans problème. Ouais, je suis costaud et tout, je connais les risques. Voilà. Et on montre bien qu'on rentre dans des spirales qui sont des spirales où on s'enferme soi-même, on devient aveugle nous-mêmes, comme les collègues sont un peu aveugles vis-à-vis de soi-même. Donc, vous voyez, donc on crée un espèce de cercle vicieux, un environnement qui, alors qu'on est dans le care, on devrait être dans le care pour nous-mêmes et dans le care pour les autres, et ben sur ce sujet-là, on n'est pas du tout dans le care. Donc le constat, donc vous avez tout ça dans le rapport. Tout ça, ça confirme le fait qu'il y a un moment donné, il faut se dire, voilà, on arrête de jouer. Ce sujet, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille encore plus, parce que j'insiste, je pense que tous les professionnels de santé qui écoutent sont tous. Enfin, notre souci, c'est bien soigner. Voilà. Mais pour bien soigner, eh ben, il faut être en bonne santé. Et ça, c'est l'armée. On a eu, et Alexis Bataille qui travaille avec nous, il est dans l'armée. L'armée, je suis réserviste, je ne sais pas s'il y a des réservistes parmi vous, mais on a bien montré que l'armée a une vision de la santé de ses militaires beaucoup plus percutante que nous, parce considérant que c'est l'homme qui est clé. Et donc, il faut que tout le monde soit en bonne santé. Et c'est vrai, quand vous êtes réserviste, vous avez de vraies visites médicales. Alors que quand on demandait, et c'était le dernier constat, quand on demandait aux équipes quelle est la dernière fois que vous avez été voir la médecine du travail, eh bien, vous avez quand même beaucoup de gens qui vous disent je ne les ai pas vus depuis 5 ans, je ne les ai pas vus depuis 2 ans, 10 ans. Et quand on demande à ceux qui ont été voir la médecine du travail, combien ont eu l'impression que ça a servi à quelque chose, vous en avez 11% qui disent ça m'a servi. Je ne critique pas du tout la médecine du travail. Je dis juste qu'il faut qu'on ait le courage, là encore, de faire ce constat à froid. Les collègues de médecins du travail et les infirmières se donnent du mal, mais on n'a pas réussi à les positionner de façon claire dans l'environnement. Sans parler au fait que les libéraux aujourd'hui, sur la médecine du travail, ils n'ont rien. Donc on a un certain nombre de trucs.
Et puis, parce que j'aurais surtout pas à l'oublier, parce que ce sujet, il faut qu'on le règle, c'est qu'on s'est rendu compte en plus, un truc pervers qu'on n'évoque pas, c'est qu'on a un problème de confidentialité. Et notamment dans les établissements, quand je me fais faire un examen à l'hôpital de Garches, c'est sur le site de Orbis, et en gros, tout le monde y a accès. Et on a bien vu qu'il y avait mais c'est revenu dans toutes les discussions, dès qu'on creuse un peu, ce problème de la non-confidentialité de nos données. Et qui fait que se pose la question, où est-ce qu'on a envie d'être accompagné au niveau de sa santé? Est-ce qu'on a envie de le faire dans son environnement immédiat, d'aller voir son collègue médecin et se mettre à poil, entre guillemets? On a un vrai sujet de savoir quelle offre on doit avoir pour faire en sorte qu'un professionnel de santé puisse poser ses valises sans se dire « je vais être jugé par mes collègues ». Voilà, donc il y a une grosse somme de constats. Ça mérite de se retrousser les manches. Oui, ça fait beaucoup de constats qui sont des constats quand même assez graves. Par rapport à tout ça, les propositions que vous en faites? Eh ben, on a vraiment beaucoup travaillé sur les propositions. En fait, vous avez tout dans le rapport sur les propositions. Alors, on a un premier champ des propositions qui est de dire ce sujet maintenant, c'est un sujet, donc il faut qu'on en parle à tous les niveaux. Il faut qu'il soit inscrit. C'est un sujet de santé publique, on l'inscrit comme tel. On l'inscrit, alors, des choses très concrètes. Ça veut dire que demain, il faut que le sujet de la santé soit dans les certifications. Vous prenez aujourd'hui la certification de l'HAS, vous avez 2 items sur la QVT, vous avez strictement rien sur le sujet qui est le sujet de la santé des professionnels de santé. Il va y avoir dans la certification des professionnels de santé, donc des CETRE à ordre, vous allez avoir un item maintenant qui est le module 4, qui est faire en sorte que le professionnel de santé montre qu'il a fait des actions pour sa santé. L'idée n'est pas de dire vous allez tous faire, hein, mais l'idée est de dire montrer que vous êtes investi sur ce sujet. Car on peut considérer que à partir du moment où vous êtes intéressé à entrer dans une porte d'entrée de la prévention, vous pouvez le faire, vous rentrez dans une dynamique positive. Donc on a un vrai sujet, ce sujet, il faut qu'on puisse l'intégrer, franchement, à tous les niveaux, dans les certifications, il faut qu'on l'intègre dans les CEPOM. C'est pas pensable qu'il puisse ne pas y avoir tous les ans, et il faut l'inscrire, le fait qu'il puisse y avoir un rapport de la médecine du travail, et là on a un vrai rôle intelligent d'accompagnement des médecins du travail auprès des instances. Ça se termine, ce n'est pas uniquement un problème syndical et de CHSCT ou ex-CHSCT, c'est un sujet qui doit être discuté dans toutes les instances et au premier niveau. Donc on a un vrai bloc qui est maintenant ce sujet, on en parle, on l'inscrit dans tous les événements. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable, et donc dans nos propositions, on se dit que quand on fait des réunions professionnelles, quand vous avez le salon infirmier, ce n'est pas complètement idiot de se dire qu'au sein du salon infirmier, on peut avoir un espace qui est espace ma santé, sur lequel on puisse donner un certain nombre de conseils, à la fois de tout à chacun, mais à la fois correspondant à son risque propre. Je suis orthopédiste, on voit bien qu'on a un certain nombre de risques au bloc parce que le bistouri électrique, quand on passe son temps à cramer et qu'on respire la fumée, parce que les anesthésistes, et vous savez que les anesthésistes ont beaucoup réfléchi sur les différents gaz. Donc, on a une vraie réflexion à mener sur se dire comment ce sujet, on l'intègre également dans notre réflexion, dans les réflexions professionnelles. Donc, voilà. Donc, on a un premier bloc, et je ne vais pas rentrer dans toutes les propositions, mais on a ce premier bloc qui est un bloc important de se dire maintenant, ce sujet, on l'intègre, on le positionne, on en parle. Et je pense que déjà, avoir le courage d'en parler entre nous, c'est déjà bouger les lignes. Au sein d'un service, on peut, au sein d'une équipe, à un moment donné, parler du sujet, avec toute la dimension éthique et du respect de l'autre. Mais on peut collectivement avoir le courage de se dire, premier sujet. On a un deuxième gros bloc, qui est tout le bloc sensibilisation-formation. Donc c'est vrai que ce sujet-là encore, j'ai été très frappé, il y a quasiment rien dans les formations. Il y a un tout petit peu de formations infirmières. Dans les formations de docteurs, je n'ai pas le souvenir qu'on se soit posé une seconde sur le sujet. Et on voit bien que ce sont des thématiques qui devraient être interprofessionnelles. Parce qu'un sujet comme ça, c'est comment on est capable, entre nous, de se filer un coup de coude. Donc, il y aura tout un certain nombre de propositions, enfin, on fait un certain nombre de propositions autour de tout ce champ de la sensibilisation, de la formation. Mais également, il y a une vraie réflexion à le mener dans les formations des cadres. Je veux dire, le HESP, vous avez que dalle dans nos structures de management, dans la formation des enseignants. Enfin, je veux dire, on a besoin de faire en sorte et de le faire de façon intelligente. C'est-à-dire que faisons de la formation qui soit de la formation plus dans la logique de l'accompagnement qu'on va vous faire des jolis slides, etc. Quand je dis l'accompagnement, c'est comment ça permet à chacun de se dire, oui, je vais m'occuper un peu de moi. Et la meilleure façon, là encore, j'insiste, c'est donner du sens
on le fait pourquoi? Parce qu'on va mieux soigner. Vous voyez, je veux dire, je pense qu'il y a une vraie ambition sur ce sujet. Si on lui met pas du sens, et ben comme toujours, les gens vont dire, bon, voilà. Donc on a à repenser la façon avec laquelle on a tout ce champ de la formation, de la sensibilisation, avec un sujet qu'il faut quand même qu'on identifie bien également, qui est la spécificité autour des professionnels, parce qu'on a quand même des sujets majeurs. Enfin, je veux dire, il y a un vrai accompagnement. Enfin, je trouve que et on a lancé des travaux, un certain nombre de travaux sur les grossesses et les maternités. Est-il raisonnable aujourd'hui que vous ayez un risque significatif, il semblerait, de grossesse défavorisée quand vous êtes une soignante? Est-il raisonnable qu'on vous mette en arrêt beaucoup plus tôt que... Est-il raisonnable? Est-ce qu'un d'entre vous a déjà vu des blouses pour femmes enceintes dans les établissements? Moi, je n'ai jamais vu. On filme le XXL et on dit aux gens, démerdez-vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ça me fait penser que, à côté de cette sensibilisation, on a besoin, c'est un axe fort qu'on a bien déterminé, de produire de la connaissance. C'est-à-dire que ce sujet, on a fait des enquêtes et tout, mais il faut maintenant qu'on soit beaucoup plus rigoureux dans la production de connaissances sur le sujet. Ça veut dire qu'il y a des travaux, et l'adresse a engagé un certain nombre de travaux. Il y a des travaux à mener et à valoriser, je pense à tout ce qui se fait autour des diplômes interuniversitaires sur le sujet de la santé et des professionnels de santé, avec des vrais travaux de mémoire qui se font. Il faut faire des appels d'offres, et il y a une vraie réflexion en termes à mener également de programmes de recherche en soins infirmiers sur ce sujet. Nous, on a engagé avec la Fondation Aménage, dont je m'occupe, des travaux pour objectiver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, arrêtons de se dire, mais voilà. Et donc, je vous rappelle, et je vous le dis parce que c'est extrêmement intéressant, pour la première fois en France, on a un lien entre la base du SNDS, donc on connaît toute la consommation de soins de Monsieur de Normandie, voilà, on connaît tout. Et pour la première fois, on a un appareillage avec la base de l'INSEE, qui est la base EDP. Il y a 3,5 millions de Français, donc ça donne un panel de soignants important. Il y a 150 métiers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous êtes capable de vous dire, est-ce que les aides-soignantes de 50 ans ont un taux de pénétration de la mammographie identique ou pas aux infirmières, aux femmes médecins, et identique ou pas aux personnes, à la population socio-économique comparable et géographique. Et donc, on a lancé 4 gros chantiers avec l'adresse qui est sur le cancer. Et je vous rappelle qu'il y a quand même une décision de justice qui a été extrêmement importante. Pour la première fois, une infirmière à Strasbourg a été reconnue, son cancer a été reconnu en maladie professionnelle parce qu'il y avait des cofacteurs qui, a priori, augmentaient le risque. Le travail de nuit, la bouffe, etc. Enfin, donc, on a un gros sujet sur le cancer, on a le sujet sur les femmes. Oui ou non, quelle est la réalité du risque de maternité, de grossesse ou pas défavorisée chez les femmes, et en particulier quel est leur état de santé pendant leur période pré-poste? C'est vraiment un sujet important. On a un troisième sujet qu'on veut absolument objectiver, c'est le sujet de l'addiction, et notamment dans le parcours professionnel, parce que c'est revenu dans la discussion. Donc là, à chaque fois, c'est des équipes enfin, c'est des consortiums qui se sont positionnés, et on va travailler notamment pour comparer l'addiction en fonction du parcours professionnel, suivant que vous êtes libéral, suivant que vous êtes salarié, suivant vos différents parcours, pour essayer de comprendre quels sont également les ressorts qui fait que vous avez un risque plus important ou pas d'addiction. Et puis, on a un dernier sujet qui vous intéresseront tous, on devrait sortir des premiers résultats rapidement, c'est sur les exposomes, c'est-à-dire qu'en fonction de votre mode d'exercice et votre spécificité, et donc sortir ce qu'on appelle des matrices qui permettront de mieux, à chacun, pouvoir mieux identifier quels sont les risques professionnels qu'on peut avoir par rapport à sa santé et par rapport à sa situation professionnelle. Donc, produire de la connaissance. Donc, vous voyez, sensibiliser, comme il dit, important. Former, ça c'est un sujet clé dans cette logique de l'accompagnement et pas le truc, on va faire le 22 modules voilà. Et beaucoup en interpro. On a un vrai sujet de production de connaissances qui est un sujet extrêmement important. Ensuite, on a un sujet autour, bien évidemment, autour de la prévention. Alors, on a la prévention de tout à chacun, on a la prévention du risque professionnel, qui sont les risques professionnels. Et quelle est l'offre qu'on propose? Sur la prévention de tout à chacun, notamment des étudiants, on l'a bien identifié également dans le rapport, parce qu'on a un sujet d'étudiants, il y a, même si le ministère de l'Éducation nationale a tout un programme qui est mis en place, on a quand même un sujet absolument majeur au niveau des étudiants, c'est comment on est capable de proposer aux étudiants une prévention, la prévention à la fois de tout à chacun et à la fois des préventions spécifiques.
et notamment sur la capacité de pouvoir éviter de se mettre, enfin, comment j'absorbe ce stress et cette violence, comment je suis capable de pouvoir la partager. Enfin, il y a toute une réflexion là encore importante à mener parce qu'on sait qu'elle est absolument majeure. Et puis au niveau des professionnels, on a bien vu que sur la prévention de tout à chacun, on a un sujet majeur, c'est que il faut qu'on fasse en sorte que les professionnels de santé s'intéressent à leur propre prévention, le cancer, enfin les différents sujets. Et quand on regarde les stats, on a plutôt l'impression que la prévention chez les professionnels de santé, elle est plutôt un peu plus faible que la population générale. Cherchez l'erreur quand même. Et donc, par exemple, très concrètement, nous on propose que dans le programme qui sont les programmes de prévention aux âges clés de la vie, on fasse de véritables POC et qu'on s'intéresse, commençons par les professionnels de santé. Parce que si vous réussissez, et si on réussit collectivement, et les ordres sont particulièrement intéressés à faire en sorte que les professionnels de santé sont embarqués pour eux-mêmes et que ça les intéresse eux-mêmes, bah, c'est évident qu'on va en parler différemment à nos malades. Et on va leur dire, les mecs, c'est vachement bien, c'est vachement utile et tout. Si vous êtes juste un relais de... Voilà, c'est pas pareil. Et donc, comment... Et on veut absolument réussir en ce qui concerne les périodes de prévention, enfin les modules de prévention qu'on va faire aux âges clés de la vie, on veut absolument qu'on les réussisse pour les professionnels de santé. C'est comme, je ne tirerai pas de nom, mais vous avez... dans nos établissements, vous avez, c'est pas parce que vous avez un établissement qui fait le cancer que vous mettez en place des choses extraordinaires pour les entreprises autour. Est-ce que vous avez mis ce qu'il fallait pour vos salariés concernant la prévention du cancer? Tout ça, je ne voyais pas du tout dans mes propos les moindres critiques je m'en veux à moi-même. Hein, j'aurais pu me bouger le derrière beaucoup plus en ce qui concerne ma santé et celle des voilà. Donc ne voyez absolument pas des critiques. Je fais juste des constats froids pour qu'on se dise. Voilà. Donc il y a tout cet temps qui est absolument important sur la prévention, qui est la prévention de tout à chacun. Ensuite, on a le sujet de la prévention du risque professionnel. Et donc, c'est tout le sujet d'arriver à bien identifier et qui pose le problème important parce que là, on a un lien très direct avec le sujet de la médecine du travail. Alors là, on a creusé la médecine du travail avec l'association, enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet. Il faut repenser notre organisation de médecine du travail. Donc, nous, très clairement, on dit ayons des médecins du travail qui aient du poids, qui aient une vraie posture, on leur donne la possibilité de savoir de la posture, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt parce qu'on ne leur donne pas la possibilité. Il y en a plein qui ont envie de se bouger et qui font des choses. Donc, il faut plutôt imaginer que dans nos organisations, valorisons plus les offres infirmières. Vous savez, les infirmières peuvent, avec des modules de 250 heures, devenir infirmières de médecine du travail. Il faut développer un corps d'IPA. Voilà typiquement un sujet. Et quand on interroge les infirmières, elles vous disent les médecins, ils ont besoin de voir 10%, 90%, on est capable de pouvoir gérer. Et quand c'est compliqué, notamment sur des inaptitudes et tout, on peut le faire en lien avec les médecins du travail. Et donc, on a repensé complètement l'offre de médecine du travail. Et puis, on a à repenser très clairement quelle offre en matière de santé on offre aux professionnels. C'est-à-dire que, notamment, j'ai évoqué tout à l'heure sur les problèmes de confidentialité, est-ce qu'il ne faut pas qu'on imagine une offre qui est une offre indépendante de votre établissement ou de votre microzone géographique? Il y a une expérience passionnante à Foch ils ont créé un vrai centre de santé, un centre de santé indépendant. Il est indépendant, il est financé comme un centre de santé, il est offert aux professionnels de santé de l'établissement, il devrait l'ouvrir aux libéraux. C'est hermétique, vous êtes dans la confidentialité. Et ce qui est très intéressant, quand j'ai visité, moi ça m'avait frappé, ils ont interrogé les professionnels pour leur dire c'est quoi vos 5 sujets qui pour vous sont importants. Et par exemple, il y a eu un sujet important sur prévention en termes de nutrition et podologie. Effectivement, vous regardez les autres branches professionnelles, elles ont toutes réfléchi sur ces sujets-là. Et nous, qui aujourd'hui a réfléchi sur le problème effectivement, les problèmes de la qualité des chaussures enfin, on bricole tous avec nos crottes, nos machins, etc. Donc, ça peut dire qu'on a une vraie réflexion à mener également sur une offre qui pourrait être une offre particulière, un peu spécifique, qu'on pourrait proposer aux professionnels de santé, répondant à leurs besoins, à la gestion de leurs risques propres, bien sûr en relation avec le médecin référent, ils n'en ont pas tous un, et avec le médecin et avec la médecine du travail, mais dans une spécificité importante. Et là, il y a un modèle, ils ont travaillé à Toulouse sur ces sujets-là. Enfin, il y a des expériences sur le terrain, il faut qu'on s'y inspire pour développer le sujet. Enfin, je ne voudrais pas être long parce qu'on va le faire dans le débat. Les derniers points qu'on a fait, on a un vrai sujet sur l'implication de tous les acteurs. Ce que je veux dire par là, c'est que
Aujourd'hui, quand vous faites un appel d'offres sur la nutrition, quand vous discutez avec les grosses, les gros, là, les Sodexo & Co, vous découvrez que, exceptionnellement, vous avez dans le cahier des charges des clauses spécifiques concernant le problème de la nutrition pour les professionnels de santé. Alors qu'ils vous disent vous disent en Europe, quand on a des appels d'offres, on a toujours des clauses spécifiques. Or, le problème de la nutrition, comme de l'activité physique, en particulier pour les professionnels de nuit, est un sujet extrêmement important. Donc, comment on est capable demain, et ça on peut tous le faire à notre niveau demain matin, se dire que dans tous nos appels d'offres, nous devrions avoir à chaque fois une clause sur qu'est-ce qu'on fait de façon spécifique, ou quand j'achète du matos, quel est l'impact du matériel, d'EDM, etc., quel est l'impact sur la santé du professionnel de santé. Ce sujet, il est absolument majeur. Aujourd'hui, cet item santé des professionnels de santé, ils ne sont pas dans les clauses de réflexion au niveau de la HAS, dans les limites. Ce sujet n'existe pas. Donc, en pharmacie, c'est un sujet majeur pour les pharmaciens, ils n'arrêtent pas de… Donc, on a un sujet de se dire demain, et c'est les propositions que l'on fait, introduisons cette dimension santé des professionnels de santé dans les clauses. Et je fais le lien avec la RSE, parce qu'on parle de la RSE, CO2, machin, etc. Oui, mais enfin, la RSE, c'est les humains d'abord. Et les humains d'abord, c'est s'occuper des humains en bonne santé. Donc là, il y a des propositions très concrètes que l'on fait également sur le sujet. Enfin, on a un sujet qui est effectivement le financement. Alors, le financement, on a plusieurs axes qu'on propose. On a un vrai sujet autour du financement, et notamment des financements de l'usure professionnelle, puisqu'il y a eu un certain nombre de déclarations, il y a quand même beaucoup de sous et un certain nombre de possibilités. Mais également sur les financements, j'insiste, on a à montrer qu'il y a un véritable retour sur investissement sur le sujet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de la prévention, on dit « Ah, ça va coûter du pognon et on a peur, les établissements… » Oui, mais j'ai été avec Myriam El Khomri sur le rapport, on a montré très clairement, en regardant que les coûts directs, 1,5 point d'absentéisme pour ATMP, 1 point d'absentéisme ATMP, c'est 1,5 de masse salariale. D'accord? 1 point, 1,5 de masse salariale, en coût direct. Vous y mettez des coûts indirects et tout, allez, vous êtes à 2 points. Donc, vous voyez, le retour sur investissement, il ne se discute pas. Donc, on a une vraie réflexion à mener sur ce sujet-là. Voilà. Et enfin, pour terminer, je pense que, et on insiste beaucoup avec Marine et Alexis, et donc on a un travail très fourni avec le cabinet à l'heure actuelle, c'est qu'il faut absolument qu'on mette en place une gouvernance. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui va dans la sous-direction au Tartampion, c'est un sujet forcément interministériel. Il faut se dire qu'on a un chantier pour 3 ans pour aller bouger les lignes, et donc il faut qu'on ait une comitologie à la fois nationale et locale qui fasse que ce sujet, on l'embarque. Voilà. J'ai été un peu long, mais je voulais donner les éléments forts. Voilà, vous avez tout ça dans le rapport. Il faut y aller. C'est ton enthousiasme aussi qui est extrêmement important, justement pour déclencher pas des vocations, mais des volontés à bouger. Alors, bon, un rapport, c'est bien. On a vu que des rapports, on en pond, en particulier au ministère de la Santé, toute la sainte journée. Comme tu dis, votre rapport, vous n'avez pas envie qu'il cale des portes ou des pieds de meubles ou des choses comme ça. Vous avez en face de vous une ministre qui est une femme courageuse, qui généralement tient ses engagements. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont les actions sur lesquelles elle a décidé qu'on allait mettre le paquet dans toutes ses propositions? Alors, concrètement, il y a une feuille de route qui est en train de se mettre. Donc, les grands axes, on a montré, on a 34 actions. Aujourd'hui, le cabinet est à la manœuvre. On est très sollicité avec eux et ils ont rencontré toutes les directions impliquées, en sachant qu'il y a l'interministériel, j'insiste, il y a l'éducation nationale, il y a le travail, pour pouvoir voir les responsabilités de chacun sur ces sujets, en disant, ben voilà, quand on veut travailler sur la sensibilisation, quand on veut travailler sur la HAS, quand on veut, etc. Donc, quelles sont les implications? Quel est potentiellement l'impact que ça peut avoir le calendrier? L'idée, c'est d'avoir une feuille de route qui puisse être annoncée donc, de façon très pragmatique et opérationnelle d'ici les fêtes, en tout cas les 15 premiers jours de décembre sûrement, et en même temps de mettre en place cette comitologie indispensable de suivi du projet. C'est-à-dire qu'il faut que ça puisse vivre, quelles que soient les évolutions des cabinets et des directions. On sait que sinon, le truc, il est planté. Donc, il y a une vraie volonté de la ministre, et comme tu l'as souligné, elle et son cabinet, je n'ai qu'à les féliciter de la façon avec laquelle on travaille normalement, quoi. Voilà, c'est du ping-pong, c'est efficace. Et donc, il y a un calendrier qui est mis en place. Et donc, l'idée, c'est que ce soit vraiment… Le rapport, c'était une étape nécessaire,
Mais l'opérandi, ça va être cette feuille de route opérationnelle et la comitologie de suivi de cette feuille de route. D'accord. Bon, c'est déjà bien. On a peut-être plein de questions et je voudrais passer tout de suite à la séance des questions-réponses. Vous connaissez les usages au Café Nil. Vous levez votre petite main jaune. Je les prends dans l'ordre d'apparition des mains levées. Quand vous posez votre question, remettez votre caméra, débranchez votre micro, posez-la, dites en quelle qualité vous voulez parler, parce qu'on peut être médecin mais parler en tant que citoyen, on a le droit. Et ensuite, la question est pour vous. Alors, Anne de Dan. Voilà, bonjour Jean-Philippe, moi je suis Anne de Dan et donc je parle en tant que conseil politique avec une question qui est un peu la suite de celle d'Olivier, qui est l'APM, enfin la Première ministre, pardon, elle en dit quoi? Parce que si c'est uniquement côté Ségur, ça n'a malheureusement que peu de chances d'aboutir, je sais de quoi je parle. Et deuxième question, tu as parlé des ordres pour porter ça, ok? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt plutôt, ou au moins avec, à jouer les jeunes, les jeunes installés, les jeunes... Et troisième sous-question, les femmes. Ça mérite, à mon avis, un programme très particulier, notamment du côté de tout ce qui est discrimination, qui sous d'autres facteurs sont au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ces sujets? Qu'est-ce que tu vois, toi, à échelle assez rapide? Merci. Alors, Anne, première question, tu as tout à fait raison. La comitologie, elle est interministérielle. Et donc, c'est un sujet que l'on traite régulièrement. Et j'ai régulièrement des points, à la fois avec Matignon et avec l'Élysée, sur ce sujet. On a la chance d'avoir une ministre qui retrousse les manches. Il faut qu'il y ait un vrai portage au plus haut niveau sur ce sujet. D'accord. Comme tu n'en avais pas parlé, je dirais très bien. Oui, super. mais donc il n'y a vraiment aucun état d'âme sur la façon avec laquelle on porte le sujet. Sur le sujet des femmes, on l'a bien identifié. Je pense que le sujet des femmes, on a un sujet de violence, on a un sujet spécifique. On a besoin de bien objectiver un certain nombre de points, notamment sur les besoins spécifiques en matière de santé. Donc la grossesse, sujet grossesse, maternité, du marque, ça pose le sujet de la parentalité de façon plus générale, parce que ce sujet-là, il faut absolument qu'on le traite dans nos établissements. Donc, on fait un certain nombre de propositions. Il y a des vrais, il y a des endroits, il y a des expériences extrêmement intéressantes. Pour ceux qui s'intéressent et pour voir comment on peut faire de façon bien pour l'accompagnement des femmes dans cette période, vous allez, l'hôpital de Béziers a eu un programme exemplaire sur la façon avec laquelle on accompagne et on permet, et c'est normal et ça pose aucun problème d'être enceinte dans un service et on vous fait pas, et vous pouvez le dire sans qu'on vous dise oh là là merde encore une qui va se barrer et puis la charge de travail et tout en fait, toutes les horreurs que l'on peut comprendre. Donc on a bien identifié le sujet et le sujet de la prévention autour d'un certain nombre de sujets spécifiques aux femmes. Il faut absolument qu'on l'embarque. On l'a bien identifié et j'insiste sur le sujet de la nutrition, qui est un sujet extrêmement important qu'il faut qu'on identifie et pour lequel il faut absolument que l'on mette en place les leviers très concrets qu'on a fait dans le rapport. Et j'insiste sur le fait qu'on mette des clauses spécifiques sur le... Et tu m'as posé la troisième question, c'est le problème des retraités. Oui, non, mais c'est les ordres. Non, mais tu as dit les ordres, très bien. Alors, mais, les ordres, les jeunes, tu as tout à fait raison. Les jeunes, il faut absolument. Donc, on travaille également avec les jeunes. Il y a un certain nombre de sujets. J'ai eu l'occasion d'en reparler récemment avec la fabrique des soignants. Enfin, on essaie bien évidemment. Il faut absolument qu'on arrive à embarquer les jeunes, en sachant qu'en plus, et tu poses, c'est intéressant, effectivement, ta question est extrêmement intéressante parce que là encore, en termes de littératie, probablement que la relation des jeunes à leur santé, celle de leur famille, n'est pas forcément la même que les générations au-dessus. Oui. Et ça pose, et c'est pour ça que là, et on l'a bien identifié, et je souhaite là encore avec la Fondation ANH engager très vite des travaux très sociaux avec des équipes de recherche pour essayer qu'on détermine bien finalement cette relation. Parce que tant qu'on ne connaît pas cette relation, les leviers, la façon d'en parler, la façon d'embarquer, on risque de se gourer. Et c'est pas et on le voit, et dans les différentes discussions qu'on a eues, on a le sentiment que les jeunes ont une relation à leur santé qui n'est pas, les jeunes professionnels de santé, qui n'est pas forcément la même que les vieux. Et ils ont une attention à leur santé, et donc ça peut être des leviers de changement, et notamment des leviers de changement pour qu'on soit capable d'en parler collectivement. Donc tu as tout à fait raison de faire la remarque, on l'a bien identifié, et donc on propose un certain nombre de choses là encore très concrètes sur les jeunes. Ok, merci à toi. Avant de passer à la question numéro 2, l'AHS va avoir un rôle, j'imagine, dans le cadre de recommandations et tout ça.
Alors, j'ai une question un peu taquine par rapport à ça. C'est la HAS ne prend pas en compte dans l'évaluation des produits de santé, par exemple, tout ce qui concerne les sciences molles. Là, on est complètement sur des sciences molles. Exactement. Et donc, c'est pour ça que. Il va falloir qu'ils changent. Mais c'est pour ça qu'on a des discussions, et j'ai des discussions avec Lionel Collet et avec des membres de son équipe pour se dire comment on doit intégrer. Nous avons eu, et le ministère a engagé des discussions pour qu'effectivement, toutes ces dimensions sciences molles et ces indicateurs sciences molles, il faut absolument les mettre. Mais collectivement, on est dingue de ne pas les mettre même nous dans notre vie quotidienne. Je veux dire, on est capable aujourd'hui d'acheter du matos, de passer des accords, de mettre de nos cahiers des charges. Et on se torque, mais j'insiste parce que moi je suis. De temps en temps, on nous parle RSE, RSE, RSE. On nous met du CO2, des bagnoles et tout. Tu vois, toute cette dimension. Voilà. Et on n'y met pas ce sujet énorme qui est l'humain. Donc, vraiment, ce sujet, je trouve que l'intérêt en plus de parler dans la voie de la RSE, c'est qu'il faut absolument demain l'intégrer. Et ça me fait penser, par exemple, il va y avoir dans les modes de financement, je ne l'ai pas évoqué, mais vous savez qu'il va y avoir une réforme importante qui est la PSC, c'est-à-dire qu'il va y avoir des contrats collectifs maintenant pour les professionnels dans les établissements publics. Ça existe, donc c'est pour les complémentaires, ça existe dans le privé à but non lucratif. Ça n'existait pas dans le public, donc il y a une énorme réforme au niveau de la PSC qui doit avoir lieu normalement en 2026. On voit bien que ça va être important de se dire dans les cahiers des charges qui existeront, comment on intègre des items extrêmement importants autour du sujet de cette santé, dans ce sujet à la prévention, accompagnement, à la fois prévention de tout à chacun et du risque professionnel. Alors, la deuxième question, c'est pour Alain. Alain, la prochaine fois que tu t'inscris, mais pas à haut parce que je ne savais pas qui c'était. Oui, c'est Alain. Bonjour, je suis représentant des usagers, donc côté patient, et puis je suis au conseil de surveillance de la PHP. Donc, merci de vos propos. Moi, je trouve ça formidable. Et enfin, puisque les professionnels de santé découvrent le management et leur santé. Donc, je suis un homme heureux, si j'ose dire. Parce que, alors, moi, je voulais mettre l'accent, parce que pour m'être pas mal battu aux côtés d'internes, notamment, mais pas que, sur les problèmes des maladies chroniques. Aujourd'hui, quand vous êtes jeune diabétique et vous êtes interne, ça pose un problème. Je me suis battu pour un jeune malade de Crohn et fait raccrocher 2 fois par un doyen de faculté qui mettait les bâtons dans les roues de ce jeune interne parce qu'on ne pouvait pas être, tant son maître de stage d'ailleurs, il faut le dire, son médecin, le discriminer, mais comment vous voyez votre copain, là, il va vous voler des gardes de nuit, etc. etc. Enfin, il y avait une violence au niveau des internes, etc. Et vraiment, on montrait du doigt le jeune qui était atteint d'une maladie de Crohn, qui était stabilisé depuis 5 ans, etc. etc. Et donc, on s'est battu pour valider son internat, etc. Et je veux dire, c'est un tabou, la maladie chronique. Alors aujourd'hui, il y a des jeunes diabétiques, etc. C'est vraiment un sujet aussi à l'hôpital. Donc, il faut vraiment aussi l'intégrer. Comment, alors que aujourd'hui, on se bat dans les associations et la Fédération des diabétiques en tête pour que l'armée intègre des malades chroniques. Aujourd'hui, la santé, il y a encore un tabou énorme là-dessus et il y a quand même un truc. Donc, il faut absolument aussi se dévoiler la face, si j'ose dire, et se dire, bon, la maladie, ça fait partie aussi de la vie et de la vie des professionnels de santé, etc. Donc, moi, j'adhère totalement à vos propos. Bon, c'était plutôt une remarque qu'une question, mais vraiment, je voulais appuyer, vous avez insisté sur la prévention, mais la maladie chronique, ça fait partie aussi des sujets à aborder voilà. Alors, je n'ai pas lu votre rapport, mais je pense que vous en parlez aussi, mais voilà, c'est juste ça. Et enfin, en tout cas, bien m'assurer que vous avez pris en compte les malades chroniques. En tout cas. Bien sûr. Merci pour votre remarque. Et il y a effectivement un vrai sujet pour les internes par rapport à des non-validations de stage insupportables sous prétexte qu'ils ont une maladie chronique ou parce qu'ils sont enceintes et qu'ils ont loupé 15 jours de stage. Mais c'est insupportable. Et j'ai eu N témoignages. Je l'ai vécu même parce que j'ai 2 enfants qui sont docteurs. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Et on trouve ça normal. Je veux dire, ça ne choque personne. Donc, vous avez… Mais j'ai des poils qui m'hérissent. Enfin, c'est mon petit côté révolutionnaire. De temps en temps, on se dit, c'est pas pensable que l'on puisse traiter les gens comme ça. Alors qu'on est dans le Caire, j'insiste. C'est ça qui…
Alors, on va recruter dans les facs de médecine des patients experts, entre guillemets, pour témoigner. Et par contre, quand il y a des témoignages maison, si j'ose dire, bah, là, oui. Vous avez tout à fait raison. Mais est-ce qu'il y a un cycle de management à l'EHESP? Parce que franchement, on a l'impression que c'est du management complètement débile au niveau de l'hôpital, avec une conception totalement archaïque du management qui a disparu des écrans dans les entreprises et les industries il y a 15 ans. Enfin, on a, ce que tu nous décris, ça nous fait quand même penser à un système qui est un système qui n'existe plus dans le privé, ou alors parce qu'il y a des vieux patrons qui ne veulent pas bouger, mais le reste du temps, on n'est jamais dans ce genre de prise en considération et de décision arbitraire sur des situations comme ça. Je pense qu'on a besoin de se poser la question collectivement, comment se fait-il, alors que des formations, il y en a partout. Oui, ça, j'ai été à un moment donné responsable de la formation de la paix, j'ai créé l'école, je participais activement, c'était dans mon portefeuille, de l'école de management des médecins. Voilà, et on se dit, so what, on a fait tout ça, et quand on regarde aujourd'hui, on se dit, mais merde, on est passé à côté de quelque chose. Et je pense qu'on est passé à côté de quelque chose, parce que c'est beau, tu peux former les gens, mais si tu ne crées pas cet écosystème collectif qui fait que tu es capable de pouvoir, entre guillemets, exprimer les champs que tu as découverts grâce à ta formation que tu vas mettre en œuvre, si ce n'est pas collectif, si ce n'est pas l'établissement, enfin ton environnement, ou ta CPTS, voilà, on voit bien que la formation, ça ne sert à rien. Je crois beaucoup plus aujourd'hui comment tu accompagnes une équipe ou un truc dans la façon avec laquelle tu repenses la façon de travailler collectivement. Donc, je pense que ce sujet, il faut le reprendre de façon différente. Faisons attention. Et vous avez bien vu, quand je parlais de formation, je parlais plus d'accompagnement. Je crois plus à ces logiques d'accompagnement que de dire on va faire le énième cours. Voilà. Mais il y a une vraie réflexion du comment collectivement, et c'est un sujet qu'il faut vraiment repenser de façon collective. Et puis, par rapport à ta remarque, également, je pense qu'en plus, on a perdu un peu le sens. On est tous d'accord, c'est un autre débat, mais au lieu de marcher sur un papier métier et économique, l'économique a pris le sens à un moment donné sur le métier dans l'ensemble de nos décisions managériales. Enfin, ça rejoint les décisions qu'on peut avoir quand le malaise des cadres de santé, enfin, à un moment donné, on a perdu l'équilibre. Dans une dimension comptable, pas dans une dimension d'investissement. Dans une dimension budgétaire comptable. Ouais. Donc, mais pas une dimension de projet. Voilà. C'est pas, on n'est pas sur le projet, on n'est pas sur l'investissement au long cours et donc sur le retour sur investissement, ce qui ferait justement qu'on prendrait en compte ce genre de choses. Alors, tu parlais de CTPS, de CPTS. Je pense que la prochaine question, c'est pour Jean-Paul Ortiz. Jean-Paul, je pense que tu vas nous parler très certainement du volet libéraux. Oui, alors d'abord, merci Philippe pour ce travail, parce que je pense qu'il est très important. Deux remarques. Déjà, il y a quelques années, je crois que c'était surtout les anesthésistes, ils avaient lancé une campagne « Dis doc, t'as ton doc », dont on a vu que l'impact était relativement modéré, malheureusement. La deuxième remarque, je voulais te parler de l'expérience qui est développée en Catalogne par rapport à la confidentialité. En Catalogne, alors c'est le Collège des médecins, qui est un peu l'équivalent du Conseil de l'ordre, a négocié directement avec l'équivalent de la Sécurité sociale. Ils ont obtenu un budget global annuel pour faire fonctionner une clinique, toute spécialité, et la Sécu ne sait absolument pas qui est hospitalisé dans cet établissement, ni quel est pour quelle pathologie, etc., etc. Autrement dit, il y a une confidentialité absolument totale, et le médecin qui appelle, parce qu'en plus dans leur code de déontologie, ils ont une obligation d'aide à leurs confrères que nous n'avons pas en France, parce qu'on est un pays qui a été traumatisé par la délation lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais eux, ils ont cette disposition, ce qui fait que si tu as un copain dont tu vois qu'il ne va pas bien,
et ça touche beaucoup les problèmes de burn-out, les problèmes d'addiction, etc. Tu prends contact avec le Conseil de l'ordre, qui lui-même va prendre contact avec ce médecin, mais de façon complètement anonyme, et ensuite il est hospitalisé et pris en charge de façon complètement anonyme. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, cette garantie de sortir du milieu dans lequel tu es. Alors, ma question est la suivante, c'est qu'on voit bien que les professionnels de santé libéraux, et les médecins en particulier, négligent complètement cette partie, mais pas que, parce que les infirmières libérales, c'est pareil, au moins à l'hôpital, il y a un brin de médecine du travail chez les salariés. En libéral, ce n'est pas du tout le cas. Et on a vu, tu l'as dit, que dans la certification périodique, il y aurait une partie, un chapitre entier, prendre soin de sa santé. Malheureusement, ça va se mettre en place chez les médecins libéraux actuellement en exercice, en gros que dans 9 ans. C'est 6 plus 3, donc ça fait à peu près ça, dans 8 à 9 ans. Moi, je pense qu'il y a urgence. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'arriver à accélérer un peu les choses sur ce domaine-là de façon très spécifique, à l'intérieur du cadre certification périodique? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive d'ores et déjà d'abord informer, parce que quand on a parlé de ça et quand j'avais travaillé avec Serge Urgence sur le rapport sur la certification périodique, je ne te cache pas que dans mes troupes, quand on a parlé d'un chapitre prendre soin de sa santé, tout le monde a rigolé, personne ne voulait en entendre parler, hein, faut être clair, hein, en disant non, mais attendez, vous n'allez pas nous emmerder avec ça. Enfin bon. Donc, il y a un vrai travail de conscientisation de nos confrères. Et puis, je pense qu'il y a une urgence. Alors, comment arriver à justement gagner du temps par rapport à ce dont tu as parlé de la certification périodique? Est-ce qu'il n'y a pas un effort particulier spécifique à faire là-dessus? Mais je pense, et je fais le lien avec ce que tu disais sur les CPTS. Moi, il y a des expériences remarquables sur les CPTS. Je pense à les CPTS du Nord où ils ont mis toute une logique d'accompagnement, etc., pour parler du sujet. Je pense que là encore, ça rejoint comment on est capable, dans nos organisations collectives, de faire en sorte que ce sujet, on en parle. Et je pense que pour les libéraux, il y a différents, mais ça doit être un sujet. Comment, dans mon cahier des charges des maisons de santé, j'ai réfléchi, comment la CPTS peut être porteur dans le territoire sur la capacité de pouvoir parler du sujet et de pouvoir organiser une offre spécifique d'accompagnement. Parce que je pense que là encore, on a trop roulé notre bosse les uns et les autres pour se dire que si on veut que les choses avancent, c'est d'abord dans le territoire et c'est d'abord dans notre proximité qu'on les fera avancer. Tout le monde n'ira pas au même rythme, tout le monde. Mais je pense que à côté de la certification et du côté un peu plus réglementaire, je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte d'inciter. Et donc là, il y a une vraie réflexion également à mener dans les cahiers des charges, et ça rejoint quand je dis ce que doit faire la HS et dans la certification, dans le cahier des charges des CPTS de notre santé, comment cette dimension-là, on la positionne aujourd'hui, non pas en obligation, en disant bah voilà, il faut faire ça, mais je dirais en nécessité de faire en sorte que ce sujet soit identifié collectivement et ensuite chacun y trouve la façon avec laquelle on y répond. On n'est pas obligé tous de répondre de la même façon. Mais en gros, il faut enclencher le système. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a les CPTS qui ont fait des choses extrêmement intéressantes dans la façon. Excuse-moi, je ne partage pas tout à fait ton avis par rapport au CPTS pour 2 raisons. La première, c'est que beaucoup de professionnels de santé n'y sont pas. Ils seront demain. Ouais, ça va venir. Ça va venir, mais enfin en particulier ceux qui exercent en hospitalisation privée, ils ne sont pas dans le CPTS. Et la deuxième remarque, c'est qu'au niveau des territoires, le plus que tu puisses faire, c'est une sensibilisation au problème. Mais par rapport au problème de confidentialité, on a tout faux sur le CPTS. Parce que ce n'est pas dans ton territoire immédiat que tu vas te faire prendre en charge. Par contre, tu peux être informé, tu peux être sensibilisé à cette problématique. Et je pense que ce n'est pas la CPTS qui va pouvoir résoudre le problème de cette prise en charge. Mais sur l'offre, ça rejoint ce qu'on évoquait sur des centres de santé spécifiques. Tu vois, ça rejoint ton expérience que tu évoquais. Comment on est capable de créer ces centres qui sont des centres où tu retrouves ton anonymisation. C'est-à-dire que tu peux, voilà, tu n'es pas obligé de te retrouver devant ton collègue avec voilà. Donc ça, je pense qu'effectivement, tu as raison. Il y a la sensibilisation, exactement comme on ferait dans un établissement avec tous les leviers qu'on peut faire. Et puis à côté de ça, comment on réfléchit sur une offre qui est une offre qui permet à respecter cette confidentialité qui est absolument majeure si on veut embarquer de façon pratique. Donc, il faut absolument jouer sur les 2 leviers, tu as tout à fait raison.
Alors, question suivante. Marjorie Brun. Mettez votre caméra. Oui, bonjour. Donc, je suis Marjorie Brun. Je travaille en tant que chargée de mission sur les problématiques de santé sociale au sein d'un parc naturel régional, et plus particulièrement dans le Médoc. Et j'anime un contrat local de santé. Voilà, et on est en train de préparer le 3e contrat local de santé. C'était juste pour vous faire un retour sur notre territoire, pour vous dire que c'est important aussi d'associer les contrats locaux de santé. On a une grande mixité d'intervenants, c'est ce que vous expliquez aussi, la santé, elle doit être abordée dans toutes ses dimensions. On a notamment une proximité avec les élus. Les élus, ça peut être aussi des acteurs clés. Alors déjà, par rapport aux différentes politiques qu'ils mettent en place, par exemple dans leur commune, forcément, ça a un impact sur la santé des habitants. Et ils ont aussi une proximité avec les libéraux de santé. Ça peut être des personnes ressources pour justement aborder ce sujet qui reste tabou et qui n'est pas simple. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On s'est rapproché de l'association MOTS, qui prend soin des soignants. On a conventionné avec eux. Alors, en tant que parc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que généralement, historiquement, les PNR sont là pour préserver les ressources, on va dire, naturelles. Mais nous, depuis longtemps, en fait, on a défendu le fait que c'était aussi important de prendre soin des ressources humaines. Voilà, c'est un tout. On ne peut pas faire passer des messages de préservation de la biodiversité auprès des habitants qui vont être dans des fragilités, vous voyez. Donc, c'est important d'avoir cette approche-là, et de plus en plus, on travaille sur tout ce qui est santé-environnement, et même, on va investir aussi ce concept de One Health. Voilà, une santé. Donc, c'était pour dire qu'on y réfléchit à comment pouvoir toucher ces professionnels de santé qui font partie du CLS, mais qu'on a du mal à mobiliser parce que sur les territoires ruraux, il y a ce problème aussi de désertification médicale. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important parce que ça participe aussi à l'attractivité du territoire. C'est important d'essayer de faire venir, de mobiliser des professionnels de santé pour les inciter, les inviter à s'installer. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui sont proposées. Alors, avec l'ARS, la CPM, bon, il y a des facilités pour l'installation, mais ça ne suffit pas. Nous, on essaie de promouvoir le territoire dans toutes ses dimensions, mais c'est important, au-delà de ça, de pouvoir maintenir une offre de soins sur le secteur, donc de prendre soin des soignants qui sont déjà là. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'on y réfléchit, que les élus, ça peut être voilà, une porte d'entrée, parce qu'en milieu rural, il y a quand même une grande proximité avec les différents professionnels. Et on réfléchit également avec les CPTS. Alors, j'ai lu, il n'y en a pas partout. On accompagne ces démarches-là. Mais c'est pareil, au sein même des CPTS, ce n'est pas toujours évident non plus d'aborder le sujet. Donc, moi, je suis preneuse. S'il y a eu des expériences, des initiatives voilà, qui sont probantes, on prend. On est prêt aussi à partager nos réflexions et ce qu'on essaie de mettre en place. Voilà, c'était un retour d'expérience. Je suis un peu peut-être une martienne dans le paysage là, mais… Non, parce qu'on a bien identifié dans le problème de la gouvernance, il y a de la gouvernance nationale et surtout comment ça bouge au niveau local. Et effectivement, on a bien identifié qu'effectivement, les contrats locaux de santé, enfin, et notamment les différents acteurs que vous soulevez, parce que vous avez entièrement… je suis un des 3 garants du CNR, c'est clair. Enfin, ces sujets, c'est des sujets de territoire. Il n'y a pas que l'ARS, il n'y a pas que la CEPAM, il y a le sujet des élus qu'il faut absolument embarquer parce que ce sont des acteurs absolument majeurs pour bousculer un peu le système et sortir de nos rails dans lesquels on est. Donc, vous avez, je ne peux que partager les remarques que vous avez faites sur le fait que ces sujets-là, il faut le voir dans sa globalité. Il faut comme on essaye avec nos patients d'avoir une vision holistique, ayons une vision holistique également, la façon avec laquelle on doit réfléchir sur la santé des professionnels et l'ensemble des acteurs qu'on doit impliquer sur le sujet. Et par ailleurs, c'est sûr que c'est un sujet d'attractivité. Moi, je suis très frappé quand vous parlez aux gens d'activité bof, quand vous parlez, voilà, votre santé, comment on est capable de pouvoir gérer les choses intelligemment, votre métier et votre santé, enfin, et dans une dimension qui a beaucoup de sens. Et on rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les jeunes. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, cette dimension beaucoup plus holistique, One Health global, est une dimension qui est extrêmement importante pour toute une génération qui demande aujourd'hui d'avoir cette dimension parce que ça leur redonne du sens. Complètement. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre rapport. Voilà, nous, ça va nous être utile. Et ça me fait penser, c'est que parce que comme il y a plein d'expériences, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai problème de partage des expériences. Et donc, une des mesures qu'on va mettre en place rapidement, c'est d'avoir, entre guillemets, une banque d'expérience de toutes ces expériences du terrain
dans la vraie vie qui permettent aux uns et aux autres de se dire, ben voilà, si je réfléchis parce que je suis un libéral et dans ma CPTS ou mon contrat, comment je peux m'appuyer sur des expériences locales, pouvoir passer le bon coup de téléphone à la personne, voilà, pour que on n'imposons rien, ne demandons pas à tout le monde de faire la même chose, mais ce serait trop bête de ne pas utiliser les expériences des uns et des autres. D'où l'idée d'avoir une véritable plateforme qui soit les plateformes de toutes ces initiatives territoriales dans cette logique de santé des professionnels. Et pour répondre au vœu de Philippe, on organise les états généraux de la santé en région au printemps prochain sur le thème du One Health. Et Solène, qui fait partie de l'équipe et qui s'occupe de la région Grand Est, je crois vous a proposé de faire un poster là-dessus. Et surtout, n'hésitez pas, parce que c'est justement ce qu'on cherche, c'est de belles histoires et de belles expériences, justement, pour les partager entre professionnels, entre élus, voilà, entre toutes les gens qui sont impliqués dans le domaine d'une seule santé. Et donc, il faut pas hésiter à faire un poster sur votre expérience. D'accord. Merci en tout cas, c'est super intéressant. Et voir quelqu'un qui s'occupe de parc naturel régional qui vient dans un café Nil, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Oui. Exactement. Mais tant mieux. À très bientôt. Merci beaucoup. On a une question d'Amélie Bailly. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, très bien. Donc, je m'appelle Amélie Bailly et je suis ergonome. Donc, je ne sais pas si je suis une martienne ici aussi. Mais voilà, je n'ai pas forcément de questions, c'est juste merci. Parce que en décembre prochain, la mi-décembre, j'intègre un centre hospitalier en tant qu'ergonome pour justement questionner la santé du point de vue du travail. Et justement, moi, ça me parlait beaucoup quand vous parliez d'accompagnement, de comment on cherche à avoir une réflexion différente sur le travail justement du point de vue de la santé et pas de la santé purement biomécanique ou physique, mais aussi tout ce qui évoque le sens au travail, la reconnaissance, l'organisation du travail. Et je pense que ce rapport, je vais pouvoir le feuilleter avant ma prise de poste parce que justement, ça va m'aider aussi à intégrer ce nouvel environnement de travail et à mieux porter les questionnements et les problématiques du travail. Donc voilà, c'est juste merci. Et je suis contente d'être arrivée là un petit peu par hasard parce que je suis tombée sur le Café Nil au dernier moment et je me suis inscrite ce matin et je suis très contente d'avoir pu participer à tout ça et de pouvoir lire le rapport prochainement. Donc, merci. Merci beaucoup. Et ça, effectivement, je n'ai pas parlé d'autres professions, mais vous avez une profession importante dans les évolutions. Et j'en profite, je fais une petite parenthèse parce que je trouve qu'on est, dans notre secteur, encore nul dans la façon avec laquelle on intègre toutes ces compétences d'ergonome dans nos réflexions du travail. Et moi, je vais vous dire, j'ai eu un flash, mais horrible. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en retard? Le jour, il y avait le salon Santexpo. Et dans la même semaine, au hall 7, je ne sais plus combien, il y avait le salon Préventica, qui, en gros, dit strictement rien aux professionnels de santé, aux directeurs et tout. Et vous allez au salon Préventica, c'est le salon de la prévention des risques professionnels dans les branches professionnelles. En gros, en matière de santé, il y a zéro. On a eu une table ronde parce que, voilà, mais par hasard, et on va essayer d'en faire plus. Dans les autres secteurs, prenez le BTP, la boulangerie, etc. Et surtout, vous avez, mais il faut aller le voir, vous avez une offre incroyable de services et d'outils. Je parle des exosquelettes, je prends cet exemple, parce que c'est mon côté orthopédiste. Mais enfin, vous avez une offre incroyable que l'on propose à de multiples professionnels. Et nous, on est des enfants de cœur à côté, mais des enfants de cœur. Et donc, c'est vrai que pour aller bousculer les lignes, ouvrir un peu nos chakras, les ergonomes, vous avez sûrement un rôle absolument essentiel. Donc, vraiment, bienvenue au club, au contraire. Merci. Merci en tout cas de votre témoignage. Et vous voyez, les Cafés Nil, si ça sert à ça, c'est génial. C'est vraiment, on est là justement pour faire en sorte de faire connaître les belles initiatives et vraiment, je trouve que ce que tu as fait, Philippe, est tout à fait exceptionnel et intéressant. Benoît, en dehors des problèmes de son personnel, quelle est ta question? C'est une professionnelle de santé libérale, donc ma fille, donc elle est aussi concernée. Mais non, je vais un peu chatouiller Philippe parce que
travaille beaucoup ensemble dans pas mal de domaines, donc on voit bien que son énergie et son enthousiasme débordent et qu'il faut les mettre à profit. Mais je me posais quand même une question à plusieurs reprises. Tu as dit, mais on ne sait pas bouger le derrière et tout ça. Et je me fais la même remarque pour les 5 ans et les 12 ans que j'ai passé soit à la RH, soit à diriger un CHU. Mais est-ce que les mutuelles, et là je fais appel à ta position au sein de la MNH, mais il y en a d'autres, est-ce que les mutuelles, et notamment les mutuelles qui s'adressent aux professionnels de santé, n'ont pas une responsabilité particulière dans ce domaine? Voilà. Et comment on pourrait l'activer plus qu'aujourd'hui? Alors, je pense qu'ils ont une responsabilité comme beaucoup de gens. Ce n'est pas qu'un sujet des mutuelles, mais est-ce qu'elles ont une responsabilité également dans le fait qu'on en est là dans le constat? Oui, comme en tant que nous, en tant que responsables, on en a une vraie responsabilité. Je pense que, et quand je revois, donc j'accompagne moi la MNH, ils ont fait plein de choses, ils ont tout un secteur de la prévention, mais dans des contraintes, dans une logique assez contraignante en fait aujourd'hui. Donc tu fais, c'est pas faute d'avoir fait des documents, des réunions, des interventions dans les établissements, mais tu vois bien que ce sujet, si on veut à un moment donné le faire bouger, il faut que d'abord ce soit dans un environnement favorable. C'est-à-dire tous les acteurs, quand tu veux faire bouger de la prévention dans un établissement et dans une mutuelle, il faut que l'ensemble des acteurs aient envie de faire bouger. Je n'essaie pas d'éloigner la mutuelle, mais je pense qu'on a un problème d'un environnement, d'un écosystème favorable pour dire on va aller bouger les lignes. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est absolument majeur, moi, que je découvre, hein, c'est que dans le code mutualiste t'impose d'avoir des actions qui sont des actions plutôt du type collectif et peu du type individuel, parce que tu n'as pas le droit de faire des choses spécifiques en fonction d'eux. Enfin, il y a un code assez restreint dans un accompagnement spécifique. Et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les sujets de la littératie, de la façon avec laquelle on en parle. Je pense que les besoins et la façon d'en parler et la façon d'accompagner sont pas, j'en suis maintenant convaincu, les mêmes suivant que tu t'adresses aux administratifs, aux aides-soignants, aux docteurs, etc. Et donc, l'approche qui a été une approche mais exactement comme Santé publique France, où on faisait de la prévention et des documents et des réunions, etc., où c'était identique pour tout le monde, eh bien, on en voit bien aujourd'hui la limite. Et donc, là encore, ça fait partie des propositions qu'on fait, c'est de se dire il faut qu'on rentre dans un accompagnement dans la prévention du risque professionnel de façon très spécifique, ça rejoint le travail des ergonomes, et de pouvoir l'identification en fonction d'un certain nombre, en utilisant entre guillemets les bases de données. Comment on utilise les bases de données pour enrichir la capacité de voir si les gens effectivement sont plus à risque, pas à risque en fonction des consommations. Et au même titre, on a un vrai sujet sur la prévention de tout à chacun, qu'on a besoin d'accompagner de façon différente. Donc, est-ce que les mutuelles ont demain un rôle important à jouer pour pouvoir accompagner cette nouvelle façon de travailler sur la prévention et l'accompagnement de la prévention? Je pense que c'est un sujet de fond et on y travaille à la MNH. Je pense que tout le monde travaille sur ce sujet. En tout cas, nous, on se retrousse les manches sur ce sujet. C'est exactement les mêmes interrogations que doit avoir Santé publique France au jour d'aujourd'hui, qui sur tout le champ de la prévention, c'est une prévention de tout à chacun, commune pour tout le monde. Et quand tu discutes avec la CNAM sur l'utilisation des bases de données, en fait, on a un vrai sujet. Comment on utilise aujourd'hui nos données qui sont avec les contraintes que tu connais? Alors, il y a des protections de la personne, mais en même temps, jusqu'où peut-on aller pour faire en sorte de proposer des offres très ciblées en fonction des spécificités de tout un chacun? C'est une vraie question que l'on met en débat. Aujourd'hui, tu sais que les données, c'est très cloisonné entre les données des mutuelles qui sont finalement assez limitées, c'est cloisonné avec les données les données de l'assurance maladie. Donc, on a une vraie réflexion également, enfin, je pense les mutuelles ou les assureurs, hein, enfin, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président de l'association des assureurs. Donc, on a une vraie réflexion à mener aujourd'hui, on l'a bien identifié dans le rapport, sur la façon avec laquelle il fallait donner un rôle plus important dans cet accompagnement un peu plus spécifique et un rôle clé en termes de prévention quand même.
à la fois de tout à chacun et puis de sensibilisation sur les préventions, en tout cas l'identification autour du risque professionnel, mais que ça nécessitait qu'on repense également un peu le code qui donne plus de liberté sur la façon avec laquelle on peut utiliser, en respectant la vie individuelle, mais en permettant de pouvoir avoir des actions plus ciblées. Alors, il y a une question, on a abordé la problématique des personnels soignants, mais pour avoir vu dans l'accompagnement d'un certain nombre de personnes dépendantes, en particulier dans ma famille, la qualité de vie des personnes qui viennent faire des toilettes, qui viennent dans tout le secteur médico-social, qui viennent faire des soins et tout ça, c'est catastrophique. Des personnes qui peuvent habiter à 30 km, prendre le métro le matin à cause d'horaires absolument effroyables, être obligé de rester 10-15 minutes, pas plus, par personne, courir à l'autre bout de Paris et ainsi de suite. Elles font un travail admirable dans des conditions qui sont totalement pourries, on va dire. Ça rappelle un peu les cadences infernales de Charlie Chaplin, on va dire, sauf que c'est pas drôle. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce que là, on sort des interlocuteurs traditionnels. Là, il faut travailler avec les départements, il faut travailler avec... on n'a pas les mêmes financeurs, on n'a pas les mêmes décideurs. Alors, enfin, je te renvoie au travail qu'on a fait avec Myriam El Khomri. On a le rapport de Myriam identifie parfaitement bien tous ces sujets sur effectivement les cas, sur comment on a besoin de repenser sur des organisations différentes, méthode Bursdorf, etc., que les gens puissent s'organiser beaucoup plus entre eux, le fait qu'on arrête d'avoir ce logique du quart d'heure et qu'on est sur des temps qui soient des temps beaucoup plus longs d'action. Sur le problème du transport, il y avait un certain nombre de propositions également dans le rapport, et notamment de mettre à la disposition des véhicules, notamment pour tous les gens qui sont en milieu rural. Donc, je vous renvoie au rapport Myriam El Khomri. Il y a un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises. Je pense qu'on est encore très en retard par rapport à l'ensemble des décisions à prendre, parce que c'est effectivement un secteur, tu as raison, il ne faut absolument pas qu'on oublie, et c'est un secteur qui, en matière d'impact sur leur santé, est absolument majeur. Enfin, le métier est un métier compliqué, et on l'a bien vu dans le taux d'ATMP que pouvait avoir ce secteur, qui a un taux d'ATMP les plus élevés. Mais relisez, reprenez rapport de Myriam El Khomri, et je pense que Marc, ce serait très intéressant de demander à Myriam un jour de venir pour se dire 2 ans après, ton rapport, il en est où? Qu'est-ce que concrètement on a été capable de pouvoir, voilà, parce que quand même, ancien ministre du Travail, avec les réseaux qu'elle a, ça serait intéressant de faire son rapport d'étonnement 2 ans après. Exactement, on va faire ça, on va le faire. On va le faire, ça va être hyper intéressant. Moi, j'ai une autre question aussi, c'est comment tu embarques les ARS là-dedans? Parce que tu parles des territoires, et les ARS, là-dessus, on n'a pas... Oui. Je ne sais pas, est-ce qu'on a trouvé dans les projets régionaux de santé une préoccupation particulière pour ce sujet? Alors, non, comme dans la stratégie nationale de santé, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des lignes sur la santé des professionnels de santé. Mais comme tout ça s'écrit éventuellement avant ou après, enfin, je sais que les électrons doivent écrire ont montré une certaine incohérence dans la périodicité, en tout cas dans les différentes étapes. Les ARS, oui, il faut absolument les embarquer. On voit bien que ce n'est pas les seuls, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet majeur pour les libéraux avec les CEPAM. Je veux dire, ce sujet, il ne faut pas qu'on oublie les libéraux aussi. Hein. Donc et je pense qu'on a des leviers. Il y a eu des réflexions, bien évidemment, avec Thomas Fatome et avec Marguerite sur ce sujet-là. Les ARS, ça fait partie des sujets. C'est que le cabinet, il y a eu des réunions avec les ARS, ça fait partie des sujets qu'il faut embarquer. Et on voit bien qu'il y a là encore, quand on prend la liste de ce qu'on fait, il y a de multiples domaines sur lesquels elle peut agir. Comme quand je regarde, on parlait des jeunes, de la formation des jeunes, on voit bien qu'il faut qu'on aille taper au département, et ça rejoint. Ce sujet est un sujet très transversal. Et le pire, ce serait de le traiter uniquement secteur silo, DGOS, ARS. Et non, c'est beaucoup plus, c'est plus complexe. Et en même temps, vous avez une source de levier qui est une source de levier variée. Et d'où l'importance. Moi, je me bats aujourd'hui pour qu'on ait certain de cette comitologie de suivi interministérielle, un pilotage à un niveau suffisant qui fasse qu'effectivement, on puisse mobiliser les ARS, les CEPAM, les départements. Enfin, voilà, mobiliser au sens de la prise de conscience
pour que collectivement on décide de mettre des mesures. C'est pas faire le nouveau texte, décret, arrêté, machin, on s'en branle. Ce qu'il faut, c'est que une fois qu'on a fait ensemble, on a cette prise de conscience collective de la nécessité de se remuer les manches et du coût que ça représente, du coût humain et du coût financier. À ce moment-là, on va mettre en place une dynamique positive. Alors, j'ai envie d'interpeller. J'ai envie d'interpeller parce que on a eu Alain Olympie sur tout ce qui concerne les usagers, mais je trouve que la réflexion de Loïc, si mes souvenirs sont bons, Loïc s'occupe justement d'usagers, et j'aimerais bien que Loïc, vous preniez la parole pour nous dire un peu ce que vous pensez de tout ça. Mettez votre caméra. Ah, ouais, je vais mettre ma caméra. Bonjour. Présentez-vous. Je suis, comme s'appelle, Loïc Jamoto. Je suis membre de, comment s'appelle, représentant des usagers dans une CPTS, dans conseil de surveillance et tout, dans beaucoup d'hôpitaux mayennais. Pour tout vous dire, je me félicite de votre rapport parce qu'en fin de compte, je me disais, j'aurais dû le lire avant. Que vous, machin. Mais je regardais en même temps que vous parliez et je trouve votre analyse sur les problèmes professionnels de santé est importante parce qu'en fin de compte, nous, en CDU, en CS, ou nous n'importe, on parle le côté usager que nous, au quotidien, pour les droits des patients et tout ça, mais aussi on sent aussi la difficulté pour tous nos soignants actuellement suite à la désertification médicale, suite à beaucoup de problèmes. Et moi, je partage totalement votre analyse. Et puis, je suis comme la personne tout à l'heure, je suis très, très heureux de vous entendre ce matin dans votre langage propre et votre fougue. Votre fougue m'inspire. Franchement, merci, monsieur. Merci. Voilà, je crois que ça fait aussi partie des opinions qu'il faut... sur lesquels il faut vraiment qu'on s'appuie. Les usagers, je pense, peuvent être une force d'évolution du système de santé qui est insoupçonnée. On le voit, nous, sur un certain nombre de groupes comme Pensons Patients ou autres. On a vraiment des énergies à faire confluer pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Est-ce qu'on a encore des questions ? Est-ce que quelqu'un a une question? Chez Neil, on n'a pas de questions? Bon, moi j'aimerais bien, juste pour terminer, que tu nous replaces tout ça dans un axe One Health. Tu vois, cette question de la santé des professionnels qui est jointe à la santé des populations, qui va mobiliser un certain nombre d'autres acteurs. On a vu les élus locaux en particulier. Comment toi tu vois ça dans l'évolution qui est souhaitée par le président de la République et le gouvernement, d'aller vers une seule santé, qui est aussi d'ailleurs un objectif que tient Agnès Firmin-Lebaudot. Et donc comment ça s'intègre dans cet ensemble comme une pièce qui soit harmonieuse et pas comme quelque chose qu'on vient rajouter en plus à l'intérieur de tout ça. Et en même temps, il faut qu'on fasse attention si on met tout de suite à chapeau One Health et tout, les gens vont dire c'est quoi encore ce truc là, ils nous pompent, voilà, comme si tu veux mettre le chapeau à ce. Donc faisons attention de se dire comment on tend vers, mais je dirais un peu masqué au sens que comment on fait en sorte que ce que l'on fait permette de rajouter des pierres demain en se disant mais regardez tout ça a de la cohérence. Donc je trouve qu'il faut attention en termes de mobilisation ou de démobilisation. Faisons attention là encore la façon avec laquelle. Je pense que le premier sujet pour répondre à ta question, c'est que vous avez bien vu, je vous ai parlé de santé, je ne vous ai pas parlé de soins. C'est-à-dire que parler de santé, c'est bien y mettre une dimension qui soit une dimension de globalité, d'une dimension holistique. Et aborder une dimension holistique, c'est forcément un des ciments de la démarche One Health. C'est-à-dire parce que on réfléchit bien sur l'ensemble des paramètres. Donc je pense qu'il faut qu'on porter cette vision des choses dans cette dimension santé des professionnels
dans cette globalité de la santé du professionnel, et pas uniquement, voilà, quand ça ne va pas aller bien, on va vous trouver la bonne clinique psychiatrique ou quand, voilà. Non. On est bien dans cette... Je pense que c'est là où on est dans une arche qui est la marche essentielle pour aller loin d'être. En plus, je pense que sur un sujet comme ça, on le fera évoluer en même temps que le professionnel, lui, il a envie, dans nos exercices, on a envie d'évoluer. Enfin, voilà, mon métier, c'est faire de la neuro-orthopédie, je m'occupe que de personnes en situation de handicap, j'accompagne beaucoup d'équipes. Je vois bien comment on est encore dans une médecine très allopathique, dans une médecine très organe. Voilà, je travaille là encore, j'ai fait un rapport pour le ministère et au niveau de la Fondation ANA, je travaille beaucoup sur la médiation en santé, c'est-à-dire comment on va vers les gens qui sont loin de la santé. Et on voit bien que c'est loin de la santé, c'est pas loin du soin. C'est comment est-ce que nous, professionnels de santé aujourd'hui, dans nos exercices professionnels, on prend en compte toute cette dimension holistique. Il faut qu'on réussisse déjà. Notre première étape pour aller vers cette tendance du One Health, c'est déjà qu'on transforme un peu notre médecine et notre pratique. Je parle à moi-même, hein, je ne suis pas là du tout pour donner des leçons. Je me parle à moi-même. Comment je sors de ma vision allopathique? Voilà, je n'opère pas une radio de hanche. J'opère une personne qui éventuellement veut pouvoir aller à la pêche ou veut pouvoir aller se promener avec ses petits-enfants. Et donc, comment je vais prendre en compte toutes ces dimensions dans la décision thérapeutique que je vais construire parce que j'ai une possibilité thérapeutique pour répondre aux souhaits, même si la hanche est usée, de pouvoir continuer à aller à la pêche. Donc, on voit bien que c'est réfléchir différemment. Et je pense que aborder le sujet de cette vision plus holistique, il faut que là encore, c'est du sens pour le professionnel, mais pour son exercice. Je pense que dans ce domaine-là, il y a peut-être des jeunes qui sont plus attentifs. Je suis frappé dans les discussions. Je pense qu'il y a des personnels soignants. On n'a pas tous la même relation à cette vision. Mais je trouve qu'on a là encore, c'est un changement de paradigme. On a besoin de le faire, mais dans sa globalité. C'est là où je te rejoins. Et ça rejoint ce que disaient les représentants des IGG. Enfin, je veux dire, réfléchir cette évolution pour les professionnels de santé, ça doit également forcément répercuter et réciproquement sur la façon avec laquelle, dans nos exercices quotidiens, on crée cette relation différente et cette construction différente de nos choix avec le patient. Eh ben, je trouve que ça fait un très joli mot de la fin. Vraiment, Philippe, merci beaucoup pour ton intervention. C'était très éclairant, c'était très enthousiasmant également. Je crois que ça donnait du peps à pas mal de personnes qui veulent réfléchir à comment on va faire évoluer ce système. Espérons qu'on aille vers cette dimension d'une seule santé, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important et porteur de sens. Ça va peut-être fédérer la société autour d'un objectif qui soit un objectif de meilleure santé et également de bien-être, plutôt que de penser au bien-être uniquement par l'intermédiaire des réseaux sociaux et d'un certain nombre d'offres technologiques. Je crois qu'il y a peut-être une réappropriation de l'humain qui pourrait se faire dans cette notion de bien-être. Et donc, je trouve que la pierre que tu apportes à l'édifice est tout à fait significative. Vraiment, merci. Merci à tous. À la semaine prochaine. Et puis ben, je vous souhaite une bonne semaine en attendant. Et puis, vous n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements ou si vous avez des infos à nous faire passer, vous m'envoyez un mail, bien sûr, avec l'équipe d'Alexis et de Marine, on est à votre disposition pour continuer à progresser ensemble. Merci beaucoup. Et vous avez le lien sur le rapport pour trouver le rapport de Philippe qui est sur le chat. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Merci encore, à très bientôt. Belle journée. Bonne journée.